Si j'ai encore oublié mon micro. Et que les petites erreurs de débutant de Calicross, hein? Et que ça m'arrive tout le temps. On va recommencer ça vite vite. Donc aujourd'hui à l'émission, 3 choses bien particulières. Donc on va commencer avec les news. Donc j'ai beaucoup de news à vous donner aujourd'hui, dont une particulièrement que j'apprécie énormément. On va continuer avec Gabou qui va nous parler de Killing Floor 2, un jeu PC dont il va nous faire une courte critique. Et on va terminer avec la discussion du jour, les Early Access. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Donc, on va en discuter, moi, Gabou et Pierre. Et bien entendu, je vous invite à vous faire une opinion d'ici la fin de l'émission afin de pouvoir en discuter avec nous. Question qu'on puisse avoir un beau petit forum, là, une belle petite discussion de gang là, à ce sujet-là. Ça risque d'être bien intéressant. Donc, restez à l'écoute. Comme je vous disais, on commence tout de suite avec un petit segment musical et on enchaîne immédiatement avec les nouvelles après. Restez à l'écoute, ça devrait pas être bien long. Et là, je vais cette fois-là oublier, essayer de ne pas oublier mon micro comme je le fais trop souvent à mon goût. Ciao, bye mes bons amis, on revient tout de suite.
Rebonjour à tous et bienvenue au moment des nouvelles. Donc ce soir, comme je vous disais, on a quand même pas mal de nouvelles à vous... j'ai quand même pas mal de nouvelles à vous donner aujourd'hui. Et particulièrement, il y en a une que j'ai bien hâte de vous partager, qui risque d'ailleurs s'étendre un peu. Donc je ne vous en dis pas plus et je débute immédiatement. Donc pour débuter, les premières nouvelles. Pour ceux qui ont probablement essayé dernièrement le playable trailer fait par Konami, qui était en fait pour le jeu Silent Hill, eh bien c'est avec regret que je vous annonce que malheureusement le jeu Silent Hill qui était annoncé mettant en vedette Norman Reedus, l'acteur qui fait d'ailleurs Daryl dans Walking Dead, a été cancellé par Konami. Ça l'a été confirmé malheureusement. Donc, c'est suite aux frictions qu'il y avait eu d'ailleurs entre Kojima et Konami. Bon, on avait vu d'ailleurs que le logo de Kojima Productions avait disparu d'ailleurs sur le site de Silent Hill et aussi de Metal Gear Solid. Donc, on voit que ça s'est vraiment pas réglé. Puis d'ailleurs, pour Metal Gear Solid, pour les suites à venir, Konami vont d'ailleurs se chercher une nouvelle tête pour guider pour la création des jeux, étant donné que bon la team Kojima ne sera plus présente. Et c'est ça, dans le fond, Konami ont confirmé lundi dernier d'ailleurs que leur contrat avec Norman Reedus, donc l'acteur que je vous parlais, a expiré, donc ils le renouvelleront pas. Donc on en comprend bien entendu que ça s'éternisera pas. Et je sais pas si vous avez eu la chance de télécharger le démo avant qu'il soit retiré, mais c'est ça, le démo, dans le fond, PT, le fameux jeu d'horreur où on tournait en rond avec une grosse ambiance vraiment lourde puis des pop-up scares, a été retiré donc mercredi le 29 avril. Donc si vous êtes comme dans les malheureux comme moi qui avaient malheureusement pas eu la brillante idée de le télécharger avant que ça disparaisse, vous n'aurez pas la chance de pouvoir le télécharger étant donné que le jeu est disparu et a été canné. Je suis désolé. Donc, c'est malheureusement la fin pour Silent Hill, cette version-là. Par contre, Konami confirme que ce n'est pas la fin de Silent Hill. C'est vraiment juste la fin de cette version-là, malheureusement. Mais il planifie encore en faire. Et il aimerait d'ailleurs aussi refaire un partenariat avec Guillermo del Toro. Mais bon, avec les frictions qu'il y a eu, on ne sait pas ce que ça va donner. Ensuite, pour continuer, je sais pas si vous vous souvenez, une nouvelle que je vous avais donnée la semaine dernière concernant Steam, concernant d'ailleurs le jeu Skyrim, qui avait commencé à distribuer des mods qui étaient payants. En fait, ces mods-là ont déjà été retirés du mode payant, en fait, si vous me permettez l'expression. Les mods payants ont tous été abolis et sont maintenant tous redevenus gratuits. Et pour les gens qui vont déjà avoir payé pour les mods qui étaient devenus payants, eh bien il va y avoir un remboursement qui va être fait. Donc je sais pas si ça va être de la monnaie virtuelle, je sais pas si ça va être de la vraie argent qui va être redonné. J'ai le feeling que ça risque d'être du crédit en magasin, mais bon. C'est déjà terminé. D'ailleurs, Alden Kroll de Valve a mentionné que c'était pas vraiment le meilleur endroit d'expérimenter ce mode-là, étant donné que la communauté de Skyrim est installée depuis plusieurs années. Donc les mods ont déjà parti, puis sont là depuis longtemps. Donc il y a des gens qui étaient comme frustrés un peu de ça, puis de tout ce qui en attirait. Donc c'est une bonne idée, mais ça a peut-être juste pas été approché au bon moment, au bon endroit. Donc c'est pas mal... c'est pas mal ça qui est ça. Et c'est ça, dans le fond, c'est juste que Valve voulait donner l'opportunité aux modeurs de pouvoir travailler à temps plein sur leur mode en étant rémunérés sans, exemple, se priver pour aller, exemple, travailler ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas ce qui a marché le plus qu'ils l'espéraient. Pour continuer, je sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo que j'ai sorti, en fait, que j'ai fait hier, mais que j'ai sorti ce matin. Donc, Brutal Doom, un jeu que j'ai trouvé excessivement métal. C'était vraiment très très élevé. On va sortir sa version numéro 20. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite.
c'est le 5 juin prochain, donc après 5 ans de développement que ce mode-là a été démarré. Ce mode-là, dans le fond, la version 20 va inclure encore plus de nouveaux guns. Il va y avoir du splash de sang à l'infini, il va en avoir partout. Il va y avoir en plus des finishing moves, où on va pouvoir, exemple, prendre un ennemi, le déchirer ou arracher son cœur, puis tu sais, c'est vraiment élevé, ben, pour ajouter à ce que vous avez vu dans le vidéo de ce matin, mais non, ça va être vraiment quelque chose d'intense. Puis d'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour sur la vidéo que j'ai posté ce matin. Je vous ai donné un lien vers le mode en question. Vous pouvez le télécharger vous-même puis l'essayer. Le jeu vient avec une version shareware, donc une version démo de Doom, si vous voulez juste l'expérimenter. Mais si vous avez par exemple acheté la version Doom sur Steam, vous pouvez aller dans le dossier du jeu. Vous devrez avoir un fichier qui va avoir une extension .wad. Ça, c'est comme le cœur de Doom. Vous pouvez juste le prendre, le mettre dans votre dossier GZ Doom, qu'il l'appelle, ou Brutal Doom. Puis, vous allez pouvoir démarrer le jeu complet direct à partir de ce WAD-là. Donc, Brutal Doom sortira le 5 juin prochain. Oh, la pièce de résistance. Pourquoi je parle en anglais-français, même si je parle français, c'est pas grave. Écoutez, la plus grosse nouvelle que j'ai entendu depuis longtemps. J'ai été tellement excité que ce matin, j'en ai même eu les larmes aux yeux tellement que ça l'a touché une partie nostalgique de mon être. Il s'agit du projet Yooka-Laylee qui a enfin été dévoilé. En fait, le jeu va s'appeler Yooka-Laylee. Pour ceux qui sont pas au courant trop de ce que c'est, le projet Yooka-Laylee, c'est un projet qui a été démarré il y a 3 mois par des anciens de chez Rare, donc la compagnie qui a fait entre autres les Donkey Kong Country sur le Super Nintendo. C'est eux qui ont fait aussi à l'époque les Battletoads, le Killer Instinct, ils ont fait Banjo-Kazooie, ils ont fait GoldenEye, en tout cas ils ont fait vraiment une panoplie de jeux. Cette compagnie-là, bon, a été achetée par Microsoft et les plus anciens ont décidé de partir et de se partir une compagnie par eux-mêmes qui ont appelé Playtronic Games. Playtonic Games, je pense. En tout cas, c'est ça, quelque chose de même. Puis, avec ça, dans le fond, la compagnie se comporte de plusieurs gros noms de Rare finalement, donc des vétérans. On parle ici côté musical, des assez gros titres. Donc on a David Wise, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui qui a fait la majeure partie des tunes dans Donkey Kong Country. Il a fait, dans le fond, si vous connaissez un peu les musiques de Donkey Kong Country, le fameux thème dans l'eau, c'est lui qui l'a écrit, donc incluant aussi la majeure partie de la soundtrack des Donkey Kong Country au Super Nintendo. Ces musiques sont incroyables et encore une fois, il a su nous délivrer quelque chose de superbe. Je vous fais entendre immédiatement un extrait du Jungle Challenge qu'il a écrit pour ce jeu-là, donc Yooka-Laylee, qui risque d'être une espèce de mode où il va y avoir une espèce de petit défi dans la jungle. Donc je vais vous partir ça tout de suite. Donc, je sais pas si plusieurs d'entre vous ont eu la chance d'essayer Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mon dieu, j'ai eu un gros blanc de mémoire. Tropical Freeze sur la Nintendo Wii U. Donc, c'est le dernier Donkey Kong qui est sorti. Vous allez remarquer que la musique est très similaire à ce jeu-là. Il y a comme un petit feeling Happy Joy dans cette musique-là que j'adore. On voit qu'il y a un uplifting, il y a un petit beat groovy, avec de la joie de vivre, le petit ukulélé qui fait des petites notes aiguës, des petites notes joyeuses, ça fait bien avec la belle en journée ensoleillée qu'on a aujourd'hui. Écoutez, moi je suis un grand fan de musique de jeu parce qu'on peut voir avec des tonnes comme ça à quel point les gens mettent du cœur dans la musique et qu'on peut le ressentir juste au travers de ce qui a été écrit et de ce qui a été composé. Donc, David Wise pour Yooka-Laylee. Bien entendu, c'est pas le seul writer de musique
pour ce jeu-là. Il y a aussi un autre très très gros nom qui a écrit la musique de ce jeu-là, puis je vais vous en faire entendre aussi un extrait. Il s'agit de... Attendez, je me souviens malheureusement pas de son nom. Grant Kirkhope. Donc, le nom vous dit probablement rien, mais c'est le créateur d'ailleurs des musiques de la majeure partie des jeux de Rare, mais au 64. Donc, entre autres, il a travaillé sur GoldenEye, Donkey Kong 64 et Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. D'ailleurs, la musique que je vais vous faire entendre tout de suite va vous faire énormément penser à Banjo-Kazooie. Donc, je vous en fais entendre immédiatement un extrait. Donc on peut entendre avec ce thème-là qu'il y a vraiment une grosse vibe Banjo-Kazooie qui est jouée avec cette musique-là. Donc je vous dis pas à quel point que ce jeu-là est immense pour moi. Il y a vraiment une valeur nostalgique. D'ailleurs, je vous parle de ça depuis tantôt, mais j'ai oublié de vous montrer les mascottes du jeu. Donc, pour ceux qui sont familiers d'ailleurs avec le jeu Banjo-Kazooie de l'époque, vous vous souviendrez que dans le fond Banjo-Kazooie, c'est en fait deux personnages. C'est le nom de deux personnages. Donc il y a Banjo qui était un ours brun avec un sac à dos bleu et des clottes jaunes. Et dans son sac à dos bleu, il y avait un oiseau rouge qui se promenait tout le temps avec lui. En fait, c'était un oiseau. C'était un oiseau qui était dans son sac qui s'appelait Kazooie. Puis les deux faisaient des aventures rocambolesques partout dans leur univers. Et ce qui arrivait, c'est que Banjo utilisait Kazooie pour faire certaines techniques. Donc, pouvait l'utiliser pour cracher des œufs, pouvait s'en servir pour planer ou même voler avec son sac à un certain moment. Pouvait s'en servir pour embarquer sur ses jambes étant donné qu'elle courait plus vite, un peu comme une autruche. Donc, avec le jeu, ils ont pensé pas mal la même affaire, mais avec deux personnages différents. Donc, Yuka et Laylee. Ils ont vraiment gardé le même titre, le même style. On peut même le voir d'ailleurs avec le logo. Donc, les personnages, je vais vous les montrer en plus grand. Donc, le petit lézard vert, il s'agit de Yuka. Donc, on a Yuka le lézard et Laylee la chauve-souris. Les deux personnages, finalement, vont fonctionner un peu de la même manière que Banjo et Kazooie fonctionnaient. C'est-à-dire que Laylee va pouvoir se servir de ses ailes pour faire planer en tenant Yuka par les pattes. Ou va pouvoir, par exemple, Yuka va pouvoir utiliser sa langue pour se soigner, exemple, par un arbre ou par un pillar qui est jamais dans un mur, quelque chose comme ça, là. Donc... ça garde vraiment l'essence de Banjo-Kazooie. D'ailleurs, le jeu, on va découvrir au fur et à mesure des techniques, un peu comme dans les jeux précédents finalement. C'est pas pour rien qu'il l'appelle vraiment le successeur spirituel du jeu. Puis d'ailleurs, quand vous regardez le vidéo sur leur Kickstarter, il y a des peluches de Banjo-Kazooie à la grandeur. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur leur Kickstarter. Je vais mettre un lien de ça sur la reprise du vidéo sur YouTube. Donc, vous allez sur le channel youtube.com/TheVGMShow si vous voulez voir d'ailleurs mes vidéos et aussi les reprises. Je vais mettre le lien là-dedans si vous voulez aller les encourager, malgré que je les encourager. Pas qu'ils en ont plus de besoin, mais ils ont déjà éclaté ce qu'ils avaient de besoin. Donc, ils demandaient 175 000 € pour pouvoir starter leur jeu. Ils sont déjà rendus à 1 143 719 €. Donc, et ça fait seulement une journée, puis il en reste encore 45 à rouler. Donc, j'ai l'impression que le jeu va monter assez haut dans l'argent, puis qu'ils vont mettre un budget assez important et assez incroyable pour donner un produit final superbe. D'ailleurs, étant donné que leurs goals, leurs buts ont été atteints assez rapidement, le jeu va être disponible
au Day One, à la sortie du jeu sur PC, Mac et Linux, va être disponible aussi sur Xbox One, sur PS4 et sur la Wii U. Donc, toute la gang Day One, en tout cas, selon leur guide dans le stretch goal, sont censés toutes les sortir en même temps, mais c'est quand même impressionnant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Puis aussi dans le jeu, je vous parlais tantôt des gros noms qu'il y avait. Il y a aussi d'ailleurs Steve Maylis, qui est le créateur des personnages pour Donkey Kong Country et Banjo-Kazooie. Chris Sutherland, qui était le lead programmeur pour Donkey Kong Country et Banjo-Kazooie. Et Stephen Hurst, qui était le créateur des environnements et des mondes de Donkey Kong Country. Donc d'ailleurs, si je vous remonte rapidement l'image... Oups, mauvaise image. Si je vous remonte l'image, vous remarquerez que les arbres, les feuilles ressemblent énormément au... vous regarderez votre cassette de Donkey Kong Country, les arbres sont identiques. Donc, projet Yooka-Laylee a été dévoilé. Yooka-Laylee. Je vous conseille d'aller faire un petit tour et de les encourager vous-même. Ensuite, pour continuer... certains d'entre vous vont sûrement être familiers pour la compagnie Overkill créer le jeu PD, PD de Ace, donc un jeu de cambriolage de banque et de criminalité, si on peut dire. Au début, c'était pas mal une espèce de clone de Left 4 Dead, mais en remplaçant les zombies par de la police. Le premier a pas été superbe, mais le deuxième a eu un succès incroyable. Le jeu était très différent du premier, était vraiment sa coche, a monté très successful. Il a été très... j'ai pas le mot français. il y a eu beaucoup de succès en gros. Puis à cause de ça, la compagnie Overkill s'est fait spotter par la compagnie 505 Games pour faire un jeu basé sur The Walking Dead. Donc Overkill's The Walking Dead, qui risque d'être un jeu de tir à la première personne qu'on pourra jouer en coopération avec 4 amis. Donc ça risque d'être assez intéressant, surtout avec ce qu'ils nous ont offert avec PD2. Je m'attends à de quoi de vraiment hot là. Ça sera pas très long. Excusez-moi, j'en remarque que j'ai encore une fois du spam dans mon chat. Néanmoins, c'est ça, donc la série PD d'ailleurs a vendu au-dessus de 9 millions de copies à son actif à partir c'est-à-dire le 31 décembre 2014. Donc depuis sa sortie, la série au complet a monté jusqu'à 9 millions de copies vendues. Donc c'est pas de la petite bière. Ça risque d'être assez intéressant, donc gardez un œil là-dessus. Walking Dead fait par Overkill. Et pour terminer le segment des nouvelles, les fans de Super Sentai vont être très intéressés de connaître un jeu qui vient tout juste de sortir sur Steam. Il s'agit de Chroma Squad. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est un Super Sentai, entre autres les Power Rangers en étaient un. Donc les fameuses émissions où il y a 5 personnages très colorés, habillés en des espèces de sautes avec un casque avec la face qu'on voit pas, qui font des moves extravagants pour se battre contre des monstres qui deviennent gargantuesques. Puis aussi se fusionner avec des robots. Donc là-dedans, en fait, le jeu, ce que c'est que vous êtes 5 cascadeurs qui font partie d'une compagnie ou qui font des émissions, de même des Super Sentai, mais qui décident de vouloir quitter la compagnie pour se créer leur propre studio indépendant de Sentai. Donc, avec ça, vous pouvez créer votre propre équipe, autant au niveau du costume, de son nom, de la technique qu'on va caler, dans le fond, tu sais, le fameux call qu'ils vont faire quand ils vont se transformer, exemple, au lieu de Go Power Ranger, vous pouvez leur faire dire n'importe quoi, c'est vraiment incroyable, puis vous pouvez rajouter vos amis, il y a des personnages différents, non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le jeu est de style tactique, donc pour ceux qui sont pas... pour ceux qui se rappellent le style, là, on peut le voir d'ailleurs dans Disgaea, Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, dans le fond, l'espèce d'échiquier vu en isométrique où on va se déplacer à une certaine distance, on va faire des tactiques d'attaque finalement contre les différents monstres. Et avec ça aussi, on va pouvoir, comme je vous disais, on commence en combattant en tant que... on peut dire qu'humain. Après ça, on se transforme en super-héros, puis après ça, on peut même se fusionner pour
embarquer dans un super gros robot pour se battre contre le super vilain de la semaine. Puis avec ça, dans le fond, notre studio gagne de l'importance. Puis là, j'ai pas eu la chance vraiment encore de l'expérimenter à 100%. Par contre, j'en ai fait l'achat. Je risque d'en faire d'ailleurs un let's play cette semaine. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Vous allez probablement voir passer ça dans le courant de la semaine. Donc le jeu est sorti jeudi dernier, donc le 30 avril. Et il est disponible sur Steam au coût de 16,99$ canadiens et aussi, si vous êtes intéressé par la soundtrack du jeu, est disponible aussi pour 5,49$. Donc, vous pouvez vous faire un petit bundle avec ça. Il me semble, je pense qu'il y a un petit rabais. Là, vous checkerez pour être sûr. Je ne m'avancerai dans rien, mais je crois, il me semble qu'il y avait un petit rabais. Donc, c'est pas mal tout ce qui conclut les nouvelles, mes bons amis. On va faire une petite pause musicale rapidement, puis après ça, on va revenir avec mon bon ami Gabou, puis on va embarquer sur les nouvelles. Restez à l'écoute, ça sera pas très très long, et on continue tout de suite. Ciao, bye! But I do. Turn it up. Yo, you're looking like you think that I don't know. Thinking that the signs of a lie don't show. Little by little you lie more. So I'ma give you something so you don't try no more. Oh my lord, what you gonna say next? Do anything for a little paycheck. I'ma tell you short, simple and basic. It really doesn't look like you're gonna make it. You make me sick with all your tricks. You just might slip, your feet lose grip. You're not that slick, I'm much too quick. You've broken something that you just can't fix. You know that oil and water don't mix. I'ma tell you, look. I'm only trying to make things run smooth, but now I gotta worry about what you gon' do. You shoulda came to me to tell me what you're going through, but now you're on the wrong team, gotta own you. Don't you ever think about how they all say everything that you do comes back always? You made a big leak and your shit might sink. I would've thought you would've thought, but I guess you don't think. You make me sick with all your tricks. You just might slip, your feet lose grip. You're not that slick, I'm much too quick. You've broken something that you just can't fix. You know that oil and water don't mix. Open the floodgates, get ready for the flow.
Et nous voici de retour après une petite pause musicale. Donc je suis maintenant en compagnie de mon bon ami Gabou qui va nous faire une courte critique de Killing Floor 2. Salut mon Gab! Salut Francis, dans la tradition du VGM Show, j'ai oublié de unmuter mon micro. Donc... ah, c'est quand même pas pire, au moins je suis pas le seul à faire ça, maudit. Écoute, je suis content de t'avoir à l'émission à soir, mon chum. Yes, content d'être là, Yes, fait que... un hiatus la semaine passée. Ah ben écoute, y a pas de stress pantoute. Écoute, à soir, tu nous parlais de Killing Floor 2, tu nous disais. Ouais, ben dans le fond, comme on discutait tantôt, je pensais que ça allait être un bon sujet pour amener un peu la discussion qu'on va avoir tantôt par rapport au Early Access. Dans le fond, Killing Floor 2, c'est un jeu qui est en Early Access présentement sur Steam pour la modique somme de 32,99$. Hi, c'est assez important. Oui, c'est ça, c'est assez important, mais... comme je dis à des chums jusqu'à là qui trouvaient aussi que le prix était assez exorbitant pour un Early Access, c'est que présentement Killing Floor 2 dans le fond est en Early Access surtout pour une question de balancing. Au niveau du gameplay, tout est tight, tout est là, mais c'est vraiment un niveau balancing, combien d'ennemis spawn par ronde, leur HP, les boss, tout ça, c'est vraiment, ils font vraiment une grosse pause pour essayer de voir un peu ce que la communauté a à dire là-dessus. Fait que c'est surtout au niveau du balancing que pas de problématique, c'est surtout pour ça qu'ils sont en Early Access présentement sur Steam. Ah, ok. Donc, Killing Floor, comme je sais pas si beaucoup d'entre vous, même si toi t'avais joué au premier, moi j'ai pas beaucoup joué au premier. C'est un jeu un peu, je le compare un peu à des jeux comme par exemple Left 4 Dead ou encore plus comme les modes zombies de Call of Duty. Ouais, genre. Ouais, c'est ça exactement. On a plus arcade un peu, genre. C'est ça exactement. On a des waves d'ennemis. On a des waves d'ennemis plus monstrueux les uns que les autres qui essaient de nous attaquer pendant des waves. Après ça, on finit la wave, on se rééquipe, on équipe des nouvelles armes, on achète des nouvelles armes, on se régénère nos shields, on achète des hameaux, tout ça, et ensuite on repart pour une ronde encore plus difficile. Dans le fond, c'est un jeu auquel on peut jouer avec 5 de nos amis. Dans le fond, c'est un jeu qui se joue à 6 joueurs. Wow, qui est également jouable seul, mais je le conseille vraiment pas. Non, et je double cette confirmation-là, d'ailleurs. Ma première expérience avec Killing Floor 1 à 1 a été assez sanglante pour faire comme « Ok, Alt F4! Ah, c'est ça. Tu comprends assez vite qu'il faut que tu joues à ça avec des amis. Ah, oui. Surtout avec des amis, parce qu'on s'entend que jouer à des jeux comme ça avec des Américains random sur Internet, ça devient un peu... Ça augmente le niveau de difficulté. Ça doit finir des fois en bloodbath, tu sais, genre qu'est-ce que tu fais, tu cries rien, pis là t'es comme, ben là, je comprends pas comment ça marche, la première fois je joue, pis là, le berserk pong, là, un peu à la LOL. C'est pas juste ça, je te dirais, c'est qu'il y a plusieurs petites mécaniques dans Killing Floor qui font en sorte que tu peux haïr tes alliés autant que tu peux les aimer. Je veux dire, on s'entend les aimer, je veux dire, c'est un jeu qui fonctionne vraiment avec un petit système de classes. On a plusieurs classes qui sont disponibles présentement. T'as par exemple le Berserker qui est un combattant melee qui se bat avec des pelles et avec des marteaux. T'as le Commando qui se bat avec des grosses mitrailleuses, le Medic qui heal. Donc, on a plusieurs classes, puis il faut vraiment travailler les uns avec les autres avec des classes relativement équilibrées pour pouvoir s'en sortir. Parce que, par exemple, le Berserker, il est surtout melee. Donc, il se fait frapper plus souvent. S'il n'y a pas de médic avec moi pendant ce temps-là, ben j'ai surtout besoin d'un commando pour tirer les ennemis de loin. Dans ce temps-là, le berserker devient plus un support pour essayer de faire en sorte que le commando se fasse pas swarmer. Il faut vraiment jouer de manière un peu stratégique parce que sinon on se fait overrunner relativement rapidement. Ça, c'est propre aux deux, ça, parce que me semble dans le 1, il n'y avait pas ça, ce système de classe-là, me semble. Je te dirais bien humblement que je le sais pas, mais dans le fond, ils ont dit, Tripwire Interactive a dit qu'il allait rajouter des classes, des perks, beaucoup de choses. Présentement, il y a quand même un bon système qui est intégré, mais dans le fond, on a beaucoup de perks qu'on peut choisir, comme par exemple plus de shield, plus d'ammo, plus de ci, plus de ça. On a beaucoup de trucs qu'on peut choisir pour personnaliser notre personnage un peu. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis dans le fond, tantôt je disais, on pouvait haïr nos alliés autant on peut les aimer. Parce qu'il y a une mécanique dans le fond, on peut barrer des portes avec un objet qu'on a dans notre inventaire pour faire en sorte que les ennemis peuvent pas rentrer dans la pièce. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que si, mettons, je seal une porte, puis toi, t'es derrière cette porte-là, ben toi, tu peux pas l'ouvrir. Les monstres peuvent l'ouvrir, mais pas toi. Donc, ça fait en sorte que on peut enfermer des alliés dans une pièce, ou on peut également empêcher les alliés d'accéder aux pods de survie qui s'ouvrent entre les rondes pour se ravitailler. Donc, il y a plusieurs petites mécaniques comme ça qui font en sorte que oui, tes alliés, tu les aimes, mais tu les détestes également. Surtout, comme je disais plus tôt, dans des games avec des personnes random. Ouais.
Dans le fond, c'est ça. Les ennemis, y a vraiment un vaste array d'ennemis. Je veux dire, même présentement, c'est un early access, mais comme je disais, c'est surtout niveau balancing. Fait que dans le fond, on a beaucoup d'ennemis différents, des Zeds qui sont les ennemis du jeu, avec des flamethrowers, des espèces de mastodontes avec des chainsaws pis des drills qui vont te driller à la face, des folles qui crient pour te staggerer, d'autres qui essayent de te humper pour te tuer en étant stealth. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis, fait qu'il faut vraiment porter attention tout le temps. Puis ça devient, comme tu le disais plus tôt, un bloodbath relativement rapidement parce que toute la map au complet peut potentiellement être ensanglantée pour la simple et bonne raison que toutes les textures de sang qu'on voit à terre font partie du niveau. C'est pas quelque chose qui est spawné, comment je peux dire ça, quand un ennemi meurt. Dans le fond, quand un ennemi meurt à un spot en particulier, il y a dans le fond une texture de sang qui est déjà dans le level. Tout le level est coaté de sang de base. Quand l'ennemi meurt, ça fait apparaître ce spot de sang-là. Mais il déload jamais parce qu'il fait partie de la map. Ok, fait que si je comprends bien, c'est comme ça fait un splatter, mais c'est un splatter qui est prédéfini parce qu'il y a une texture cachée en dessous, finalement. Exactement. Okay. Donc, potentiellement, je veux dire, si on regarde des images sur Internet, on a des battlefields absolument soakés de sang. Puis c'est à cause de ça. Je veux dire, le sang disparaît pas après un certain temps. Donc, c'est vraiment drôle. Des fois, tu vois vraiment les places qui ont été les plus ravagés par ça. Fait que c'est honnêtement, c'est vraiment un jeu qui vaudrait la peine. Là, je dirais, tu sais, premièrement, ça peut peut-être paraître beaucoup, 33$ pour un jeu Early Access, mais pour 33$ pour le stock qu'il y a présentement, je dirais que juste ça, vous avez la valeur de votre 33$ là-dedans facilement. Puis ça va juste aller en augmentant. Le prix également, d'ailleurs. Faut pas se faire d'illusions. Le prix va aller en augmentant, mais le core du jeu est là, puis c'est vraiment intéressant. Pour 33$, honnêtement, vous allez avoir beaucoup d'heures de jeu à mettre là-dedans, puis de gros fun à avoir avec nos chums, parce qu'on sait, tu sais, la majorité des jeux multi, à ce temps, on peut jouer à 4 ensemble, ou à 5, ou, mais à 6 amis ensemble, c'est quand même le fun. Je veux dire, ça fait que beaucoup de monde peuvent jouer en même temps, puis c'est vraiment intéressant le côté coop. Puis le côté faire chier ses chums des fois un peu. Tu n'enfermes d'une salle, puis des affaires comme ça. Ah, tu sais, juste pour niaiser un peu, là. Ouais, ben, tu sais, c'est plus. Tu sais, quand on est quelques-uns, on a plus un feeling de team. En tout cas, moi, personnellement, j'ai plus un feeling de team serré. Fait que, tu sais, on veut travailler fort, puis on veut être successful. Mais quand on commence à embarquer dans le 5, dans le 6 et en montant, là, j'ai plus un feeling que ça vire en party. Fait que là, généralement, ça vire un peu en foire, puis en plaisir, généralement. Je veux dire, on a toutes, dans n'importe quel jeu du genre, là, je veux dire, dans Left 4 Dead, on a toutes des fois essayé de pitcher quelqu'un dans le charger, ou ben, tu sais. Ou je ne sais pas, peut-être envoyer une bonbonne de propane sur une witch, hein, Gab, oui, je sais pas. De même, là, vite, comme ça. Ça aussi. Dans le fond, c'est vraiment des jeux qui sont le fun à explorer en gang. Moi, j'avais pas joué au premier parce que je pensais que c'était un jeu d'horreur, puis tu sais à quel point les jeux d'horreur et moi, on a une histoire d'amour intéressante. Oh oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est du classique Gab Paranoia, mais en tout cas, Killing Floor 2, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Même pour 33$ présentement, ça vaut totalement le prix. Présentement, je dirais la seule chose gameplay qui paraît vraiment du fait que c'est un early access présentement, c'est qu'il y a juste un boss qui est présent dans tous les levels du jeu. Mais éventuellement, dans le fond, c'est qu'ils veulent pas ils veulent atteindre un certain niveau de polish avant de présenter les autres boss aussi, donc ils font rentrer au compte-gouttes, mais c'est pour des raisons de qualité, donc ben c'est pas l'idée, c'est mieux qu'ils attendent qu'ils te pushent de quoi de tout péter. C'est ça exactement, fait que si vous cherchez présentement un jeu qui défoule, un jeu vraiment intéressant pour pas trop cher, puis qui en offre beaucoup, présentement Killing Floor 2, malgré son tag Early Access, est vraiment le jeu... c'est vraiment un jeu qui est intéressant hein, pour ce genre de... Oui, Pierre, je suis pissou. Pour ce genre de... voyons, si vous voulez vous défouler, c'est vraiment un bon jeu à acheter avec sa gang. Ah ben cool, écoute, j'aimerais bien t'y voir jouer à un moment donné, étant donné que j'ai déjà joué le premier. Moi, mon goût personnel, j'avais pas trippé tant que ça, mais c'est parce que comme je disais, j'ai pas eu la chance vraiment de jouer avec une équipe. J'ai juste joué avec une personne, que la personne, ça donnait pas super être bonne. Fait que ça a pas fait une expérience qui était excessivement agréable, là, tu sais. Ah, c'est ça, c'est vraiment le genre de jeu, tu peux pas... Voyons, comment je peux dire ça? Tu peux pas dire j'ai eu l'expérience de ce jeu-là tant que t'as pas joué avec une gang pis avec du monde que c'est le fun de jouer avec, dans le fond, là. Tu sais, c'est vraiment un jeu le fun, c'est comme... tu veux dire, on a joué à Prop Hunt ensemble, là, jouer à Prop Hunt avec une gang plate,
ça revient à peu près au même. Ouais, ben c'est ça exactement. Faire une game avec du monde, c'est toujours différent parce que surtout à Prop Hunt, parce que tu sais, si t'es rien que 2-3, on s'entend que la game va être plate sur un crise de temps, mais tu sais, si vous êtes une gang genre 6-8 quoi de même, pis que là la foire pogne, pis qu'on commence à voir des petites canettes giga petites qui commencent à se promener de partout, là le délire pogne tout le temps, pis c'est trippant au bout. Exact. Fait que c'est ça, Killing Floor 2, achetez ça au plus maudit, commencez à jouer, puis montrez à Tripwire que c'est awesome ce qu'ils font. Ben oui, c'est clair, encouragez-les. De toute façon, ça c'est disponible direct sur Steam. Je vais faire une petite recherche dans le magasin pour Killing Floor 2. Ça devrait pas être trop dur à trouver. Je suis pas mal sûr même qu'il va être dans les top selling ou dans les top nouveautés. Là, parce que ça fait pas longtemps que c'est sorti, ça, je pense. Non, ça fait pas longtemps, c'était le 21 avril. Présentement, les commentaires font en prendre puis en laisser. Okay. C'est overwhelmingly positive présentement. Fait que, bon. Juste dire demain. C'est un bon début. Yes. Yes. Fait qu'on va enchaîner avec notre gros morceau de la soirée. La discussion que je vous parlais tout à l'heure, donc les Early Access. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et d'ailleurs, qui s'est joint à nous? On a Pierre maintenant avec nous. Salut mon Pierre! Bonsoir tout le monde! Yes! Écoutez, à ce soir, on discute Early Access, les bons et les bons ou mauvais. Moi, personnellement, je trouve que c'est une opinion, bon, qui est quand même assez partagée. Donc, il y a du bon puis il y a du mauvais, comme bien entendu dans n'importe quelle chose. Donc, il y a des Early Access qui ont su prouver, bon, qui étaient, malgré Early Access, étaient quand même bons. Donc, comme tu parlais d'ailleurs, Gabou, Killing Floor a l'air d'avoir quand même fait ses preuves, de ce que je comprends, là. Mais avec du recul, il y en a aussi certains autres qui, à mon goût personnel, je trouve qu'ils ont eu une histoire un peu plus désagréable, du genre ben ça c'en est un qui m'a marqué particulièrement, c'est Starbound. Le jeu est génial, mais là ça doit faire je pense au moins un mois, je l'ai pas ouvert là, mais le mois dernier, la dernière patch qu'il y avait datait du mois d'avril 2014. Donc j'ai le feeling de comme avoir payé cette 20$ là pis que ça c'est disparu pis ça arrivera jamais là, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est... Moi, en tout cas, c'est un feeling que j'ai, mais ça, c'est ce jeu-là. Je sais pas si vous avez eu des affaires dans le similaire. Là. Ben, évidemment, moi aussi, je suis passé par Starbound. Ouais, ça, ben oui. C'en est un excellent exemple, parce que Starbound, j'ai joué à la sortie. Je considère avoir fait le tour jusqu'à mon propre plaisir. Mais je sais que même si ce jeu-là venait qu'à sortir en release dans le futur... J'ai fait mon temps dessus, c'est pas parce qu'ils ont rajouté des nouvelles affaires que je vais être à nouveau intéressé. J'aurais pu avoir plus de plaisir si je l'avais acheté, peut-être juste à la sortie. Mais c'est parce que le problème du Early Access est là, c'est que t'as accès au départ. Mais une fois que le jeu sort, est-ce que ça te tente encore de jouer à ça? Ouais, ben c'est ça, pis surtout que tu sais, dans un sens, t'es comme déchiré des deux côtés parce que oui, t'as le Early Access, pis t'as la question que tu te dis, ouais, il est early, ça se pourrait qu'il soit pas complet, ça se pourrait que ce soit pas ce que j'espère. Mais versus mais je peux jouer tout de suite. Pis c'est ça qui est souvent très difficile, tu fais comme, ouais, mais il est disponible là, je le sais qu'il va être pété, mais c'est pas grave, moi je peux jouer tout de suite, tu sais. Ben, c'est déjà un meilleur point que, mettons, les jeux qui sont faits sur Kickstarter. Parce que souvent sur Kickstarter, t'en as des, même si c'est crowdfundé un peu de la même manière qu'un Early Access, ça fait quand même en sorte qu'au moins ton Early Access, t'as quelque chose maintenant, même si ça finit qu'à être jamais fini. Ouais, en même temps, c'est ça. Je veux dire, tu paies pour quelque chose qui est Early Access. C'est flagué, c'est Early Access, c'est quelque chose qui est en développement. Puis quelque chose qui est en développement peut éventuellement plus être en développement. Ouais, c'est ça, flopper. C'est ça, flopper ou simplement, à un moment donné, tu te rends compte que ton jeu est peut-être un peu trop... Le scope était trop gros, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, moi, c'est quelque chose... Je pense pas que les Early Access, il y a... Comment je peux dire ça? Je pense pas qu'il y a de mauvais au principe d'Early Access. Je pense que c'est... Comme dans toute chose, je pense que c'est plus l'utilisation que les gens en font. Là. Je veux dire, si tu utilises l'Early Access pour présenter quelque chose qui est j'essaie de trouver un mot poli, là, mais qui est pour quelque chose qui est une dompe, puis que les gens achètent quand même, je veux dire, ça reste, les gens achètent, les gens décident de dépenser leur argent pour ça. Moi, rendu là, t'as acheté quelque chose qui est en développement, si ça arrête éventuellement, j'ai pas vraiment de... Comment je peux dire ça? J'ai pas de pitié pour ton portefeuille, là. Surtout, tu sais, t'as parlé de Starbound aussi, puis je trouve que c'est un bon exemple, parce que moi aussi, j'y ai joué à Starbound. Je pense que tout le monde a joué à Starbound. Ouais, ben, il était assez alléchant, là, tu sais. C'est ça, il était assez alléchant, mais il promettait vraiment beaucoup, là. Moi, ce que j'ai joué de Starbound, moi, comme toi, Pierre, j'étais arrivé à un moment donné, j'ai comme fait le tour de mon fun, puis, hop,
un moment donné, j'ai plus le goût de jouer. Mais en même temps, ce que je me suis dit après, c'est que même si j'avais acheté Starbound à la sortie, me connaissant, j'aurais probablement eu exactement le même cheminement, mais 2 ans plus tard. Ouais. Puis j'aurais payé peut-être plus cher pour. Fait que tu sais, des fois, faut. J'essaie de voir ça comme étant un. Tu sais, j'ai payé pour quelque chose d'early access, ça m'a coûté moins cher que ce que ça m'aurait coûté quand il sort, mais au final, j'ai fait le tour. Ben tu vois, ça c'est une affaire que j'ai comme problème par rapport au Early Access, c'est que justement, tantôt, moi je me suis promené, sachant qu'on parlerait un peu de ça à soir. Puis j'ai été me promener un peu sur Steam, voir c'était quoi à peu près les prix des Early Access. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que quand ils ont la bannière Early Access, souvent tu peux aller voir la longue description de ce qui justifie avec ça. Okay. Puis j'ai découvert en me promenant avec ça qu'il y en avait une surprenante quantité qui disait que le prix allait pas changer à la sortie du jeu. Comme Killing Floor, c'est un exemple. Tu disais qu'elle allait être plus chère. Killing Floor changera pas. Si tu lis sur la page de Steam, ils disent que non, regarde, nous autres on garde le prix stable. Ah oui. Ça fait que malgré le fait que t'as moins de contenu d'avance puis qu'ils vont rien te donner de plus pour avoir fait partie du Early Access, tu payes au même prix. Ouais, tu payes au même prix. Tout ce que t'as, c'est plus de temps dessus avant tout le monde. Ouais, ben ça me fait rire des fois parce que y en a qui se taguent comme étant Early Access, mais qui le sont vraiment, mais qui sont tellement sa grosse coche que t'as pas le feeling que c'est ça, t'as le feeling que c'est le vrai jeu, puis à un moment donné, ils font comme « Hey, on est plus en bêta. » Ah, vous étiez en bêta. Tu sais, oui, tu le sais qu'il est en bêta, mais à un moment donné, ça te passe tellement par-dessus à la tête que tu t'en souviens plus. Moi, ça m'a fait ça avec Hearthstone. Je veux dire, le jeu a été sa coche vraiment longtemps, puis il l'est encore, là. Mais quand j'ai joué, puis au début, quand ça a sorti, puis là, il me semble que j'ai comme pas grande différence, tu sais, j'ai autant de fun, puis... Ben, tu sais, c'est sûr que c'est Blizzard. C'est du Blizzard, là, je veux dire, on se rappelle, voyons, le trailer de, voyons, j'ai un blanc, là, le dernier jeu, le jeu shooter, là, j'ai un blanc. de Blizzard? Ouais, voyons, Colin, je suis donc ben... Un jeu shooter de Blizzard. Oui, Overwatch, Colin, excusez-moi tout le monde, oui, Overwatch, bon, c'est ça. Overwatch, le trailer d'Overwatch qui est sorti récemment avec le beau flag de Blizzard, comme quoi, voyons, c'est... Voyons, Project Overwatch. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Oui. Ouais, c'est Project Overwatch, ouais, c'est ça, il y a du gameplay, vous irez voir sur les YouTube, c'est vraiment... Ça a l'air vraiment intéressant comme jeu, mais tu sais, dans le fond, c'est quoi ça? Tu sais, c'est ça, c'est du alpha, c'est du bêta, tu sais, ça reste du Blizzard, là. Pour moi, Blizzard, il te montre du footage pré-alpha, puis on dirait que c'est un jeu final, ouais, ben, ça, j'ai de m'en souvenir, pour ceux qui s'en souviennent pas, peut-être que je vais pouvoir leur évoquer une petite mémoire, c'est le jeu qui était un peu similaire à Team Fortress, là. Donc on avait vraiment des personnages qui avaient un style très très défini, puis qui avaient des caractéristiques reliées à ce style-là, puis c'était très cartoony, là, donc... Ça avait l'air assez intéressant. Je pense que c'est sorti l'année passée, ça me semble. De mes vagues souvenirs. Ça fait pas longtemps que c'est sorti le trailer. Le trailer d'Overwatch, ouais. Ok. Mais parce une chose qui me surprend par rapport à Killing Floor 2, c'est que justement, pour avoir lu c'était quoi leur statement par rapport au Early Access, c'est que justement, c'est ça, ce qu'ils veulent faire, c'est du game balance. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils disent simplement que tout le contenu du jeu est pas là. Mais à ce moment-là, je me demande quasiment jusqu'à quel point ça sert à de quoi de dire qu'il est en Early Access. Parce que il y en a plein des jeux de ce type-là, puis en particulier lui qui est un full co-op où est-ce que la balance est vraiment moins clé que dans un jeu PvP. Il y en a tout plein des jeux comme ça où est-ce que c'est pas gênant de faire des grosses patchs, puis c'est pas gênant de faire des DLC gratuits, puis ils pourraient juste faire ça à la place de se flaguer comme étant Early Access. Je pense qu'il faut voir ça de différentes manières. Je veux dire, toi tu vois ça comme ça, moi je vois ça comme toi aussi en fait, là, juste pour être clair, là. Je vois ça comme toi exactement, mais on s'entend que présentement il y a tellement de... Il y a de la grogne pour les Early Access, il y a de la grogne contre les grosses patchs. T'as pas mal plusieurs équipes de gens qui... comment je peux dire ça? Qui chialent sur plusieurs sujets en même temps. Puis surtout les DLC, ouais, c'est ça, surtout les DLC puis tout ça. Donc moi, je me dis, ok, ben on vend notre jeu en Early Access. Moi, je vois pas le mal là-dedans. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi des gens se sentent lésés par ça. Moi, dans le fond, ce que je check, c'est est-ce que j'en ai pour mon argent, que tu sois flagué DLC, Early Access, however you flag yourself. Moi, est-ce que j'en ai pour mon argent, oui ou non?
rendu là, j'achète. T'sais. Ouais, ben c'est ça, c'est rendu là, c'est vraiment une perspective de chacun. Là. Si tu vois que le jeu va t'apporter assez pour ce que tu veux, selon ce que tu vois, ben go for it, mais aussi peut-être checker les critiques des jeux qui sont bien alléchants visuellement, comme The Forest, qui avait l'air super sacoche à la sortie, exemple, mais qui, au début, était comme bien ordinaire, mais qui là s'enligne vers une pente en montant, il commence à s'améliorer en grandissant, là, mais qu'au début, tu sais, juste le fait qu'il n'y ait pas de multiplayer, moi, ça a killé tout de suite l'idée de l'acheter. Moi, il me semble que le multiplayer, c'est l'affaire que j'aurais poussé la première affaire que j'aurais vraiment poussé, là. Ben, je pense que c'est ça. Excuse-moi, Pierre, vas-y. Ah ouais, mais ça, justement, aussi, c'est une autre affaire que j'ai trouvé particulière. En me promenant, je suis tombé sur, même dans le passé, je suis tombé sur des jeux qui étaient en Early Access, qui sont même pas multiplayer. Puis j'arrive juste même pas à comprendre ce qui peut justifier qu'un jeu single player ne soit pas releasé, terminé. Ouais. Moi, j'avoue, c'est comme notre jeu est pas fini, mais essayez-le pareil. C'est comme s'ils nous pitchent un prototype qu'on paye, là. Ben, c'est un démo rendu là. C'est un même que ça s'appelait dans le temps. Les gens achètent. Oui, les gens ben achètent, fait que tu vends ça. Puis... Moi, c'est le même, c'est parce que moi, la problématique que je vois avec les Early Access, c'est des choses comme, mettons, j'ai un exemple vite comme ça à donner. Un jeu, j'ai pas mal joué en Early Access. Avant même, je pense que quand on a commencé à jouer, c'était un build pré-alpha. C'était Damned. Je sais pas si vous avez joué à ça, là. Damned. Oui, le jeu d'horreur, là. Ouais, c'est ça. C'est un jeu d'horreur multiplayer asymétrique. Ouais, c'est non, mais regarde, Gabin. Mon histoire avec les jeux d'horreur, c'est que j'aime quand même ça, mais voyons comment je peux dire ça. Il donne des cheap scares. Ouais, c'est ça, faut qu'il fasse clair. Mais en tout cas, c'est ça, c'est un jeu d'horreur voyons, asymétrique dans lequel tu incarnes 4 survivors versus un monstre. Au départ, quand on avait c'était du pré-alpha, c'était même, je pense, en tout cas, c'était pré-alpha, là, c'était pas loin dans le développement quand on a commencé à jouer. C'était pas très poliché. Il y avait beaucoup de problèmes de son. Par exemple, il y avait une mécanique de positional chat. Dans le fond, tu entendais juste les gens qui étaient proches de toi, puis tout ça. Ça marchait super mal. Fait que c'était vraiment tough de rentrer dans l'ambiance du jeu, puis tout ça. On a joué pendant un moment. Puis à un moment donné, tu fais comme te rendre compte au fur et à mesure, au fil des patchs, que le jeu, il s'améliorera pas beaucoup. Là. Okay, ouais. Les builds suivent. Puis à un moment donné, tu te rends compte, la version que je jouais au départ, qui est à peu près 1 an avant que la version finale paraisse, est pas nécessairement hyper différent de la version finale. Ouais. On se ramasse avec beaucoup de... Je pense que c'est ça le côté, si on peut dire, le côté négatif, je pense, du Early Access. Mais encore là, je suis pas sûr que c'est le Early Access qui est exactement le problème dans cette condition, mais je pense qu'il est définitivement un facteur là-dedans. C'est que tu as des développeurs qui sont pas nécessairement aptes à finaliser un jeu, qui vont vendre un concept, qui vont vendre quelque chose de pas final, comme Pierre dit, puis essayer de cacher in le plus vite possible jusqu'à ce qu'il soit exposé comme étant pas capable de finir l'idée qu'ils ont lancée. Damn, pour moi, c'est ça. On cache in, puis éventuellement, on offre un produit qui est très, très, très subpar, mais on a fait quand même une passe avant où c'est qu'on a ramassé un peu d'argent. Ça me fait beaucoup penser au projet Yoke Venture. Je sais pas si vous connaissez les youtubeurs Yogcast, ouais, c'est ça. Ouais, non, eux autres se sont plantés solides. Eux autres avaient fait une campagne Kickstarter pour faire un MMORPG où ce qu'on pouvait créer du stuff, un espèce de mix entre un MMORPG, dans le fond World of Warcraft puis Minecraft. Ouais, tout faire dans le même jeu. Là, ouais, c'est ça. Mais c'était à grande échelle, c'était super MMO pis tout. Puis il avait fait un Kickstarter, ça a pogné au bout, ça a marché, tout. Le jeu était starté pendant plusieurs mois. Mais par exemple, après, je pense, 1 an, finalement, ça a foiré. La compagnie s'est rendu compte qu'elle était pas capable pas en tout de produire ce qui était pensé au niveau du MMORPG. Puis finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, bon, mais pour ceux qui ont déjà réservé à la place, on va vous donner... on va pouvoir vous donner une espèce de clé à part pour télécharger un autre jeu fait par une autre compagnie qui c'est des amis, mais tu sais, c'est par rapport, là, le monde n'a pas payé pour le jeu X de telle compagnie, là, ce qui a... Non, c'est de la pure charité qui leur a été donnée comme petite excuse d'avoir raté leur affaire, là, mais non, ils se sont plantés très fort avec ça, là. C'était vraiment, vraiment triste à voir. Non, c'est ça, c'est que ça... C'est justement, c'est qu'il y a vraiment du bon et du mauvais, mais moi, ce que je pense, en tout cas, qui devrait peut-être faire pour ajuster ça, ça serait vraiment peut-être de mettre un seuil, une espèce de limite de début. Tu sais, du genre, ok, ton projet est rendu, disons, au moins à 60%. Tu sais, pas une affaire du genre, hey, on le met early access, c'est 35% en fait, finalement ça mènera jamais, là. Non, vraiment, mettre un 60-65%.
Puis, en plus, on a des preuves qu'il va y avoir un avancement du genre, regarde, j'ai fait 65%, puis il me reste là pour m'en arriver là. Puis là, dire, ok, tu produis vraiment de quoi, c'est correct, tu peux te mettre early access, là, tu sais. Moi, personnellement, je pense vraiment que ça serait mieux de même, là. Ben, moi, c'est ça, comme je disais aussi, je trouve, autant que je puisse trouver bizarre le fait que, tu sais, Killing Floor 2 se disent Early Access alors qu'essentiellement, ils ont un produit qui est quasiment final, là. C'est vraiment juste c'est vraiment juste du patchage qui leur reste assez mineur, là. Mais autant que, des fois, tu te retrouves avec un jeu qui est très, très, très dans ses débuts, puis que c'est parce que c'est plate, mais souvent c'est des compagnies indie, là, en général, les Early Access, là. Puis souvent c'est des gens qui c'est leur premier projet, tu sais. Des fois non, des fois tu te retrouves avec Starbound qui ont fait d'autres affaires avant, mais qui trouvent le moyen de se planter quand même. mais des fois tu te retrouves avec des compagnies qui ont juste comme pas encore compris que, tu sais, c'est pas parce que t'es 3 chummés qui ont chacun un talent qui peuvent produire ce qui est essentiellement le média le plus difficile à produire présentement, là. Ouais. Parce ben, que, c'est que la critique est forte dans le jeu vidéo, on s'entend. Ouais, mais c'est pas rien que ça, c'est juste le fait que pour faire un jeu, faut que tu sois capable de tout faire le reste. Faut que tu sois capable de faire de la musique, faut que tu sois capable de faire du graphisme, et en plus, faut que tu aies des connaissances techniques en programmation, t'sais. Oui, ben oui, c'est ça. Sinon, tu vas juste nulle part. Puis si en plus, tu sais juste faire ça, puis que tu sais pas designer un jeu, ben tu vas te planter quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il y a aussi le game puis le level design qui est bien important, qu'on faut pas oublier. Parce que Ben, sans le game design, tu sais, c'est bien beau être capable de programmer une shit, mais si finalement tu fais comme, bon, ok, on va faire un bonhomme qui a une calotte puis qui prend un champignon pour grossir, puis le monde va faire, ben, c'est Mario Bros. Ouais, mais ça va être plus cool. Non, ok. Ils vont lui avoir sa calotte à l'envers. ou comment que ça s'appelle donc? Il y a une affaire sur Android, il y a un jeu ça s'appelle Andrio. Ah non, ouais, je l'ai vu ça. Pis c'est genre une espèce de Mario qui a plus l'air d'une espèce de petit plombier boboche habillé en vert. Ben à chaque fois que je vois ça, là, ça me fait tellement rire. Je fais comme, dis-moi pas que le gars a comme fait, hey, je pourrais faire ça, pis le monde s'en rendra jamais compte ça ressemble à Mario Bros. T'sais. Ah, quand c'est de la parodie, ça passe. Tout passe en parodie. Ben, rendu là, je sais pas si c'est de la parodie ou si c'est vraiment de l'originalité, genre. Ah non, la ça, non-originalité déguisée en parodie. Ça a clairement été fait dans un pays du tiers-monde où est-ce que c'est pas trop grave ces lois-là. Là. Genre de Chinese bootleg, là. Ah oui, La version chinoise de tout. Là. Ben, c'est comme quand il y avait la version chinoise de League of Legends avec Shrek comme personnage. T'es sérieux? Absolument. Wow, je veux voir ça. Ah non, mais c'était brisé tout plein, là. Okay. Ça a probablement pas duré full longtemps, mais on a déjà vu ça passer, pis c'était quelque chose, là. Wow, hey, avec Shrek comme personnage, il me semble que je le vois, genre, qu'il y a une technique à la Scorpion de Mortal Kombat qui fait comme on guérir! Pis qui tire le monde, genre. Mais non, sérieusement, dans le Early Access, parce que l'affaire qui arrive, c'est que le premier qui a vraiment essayé ça, ben tu sais, du premier qui a été high profile, pis ça a vraiment marché son affaire, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais c'était Minecraft. Oui, c'est vrai. Pis Minecraft, là, c'est parce que ce qui était vraiment fou raide, c'est qu'en plus, il y avait un concept parfait pour le Early Access, parce qu'à chaque fois qu'il faisait des nouvelles updates, il rajoutait des nouveaux concepts dans son jeu, puis ça changeait le gameplay du tout au tout. Puis c'était vraiment très intéressant de ce côté-là. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'il est comme resté à peu près, j'ai été voir l'historique pour être bien sûr, puis il est resté à peu près comme 6 mois dans presque toutes ces étapes. Puis à chacune de ces étapes, il augmentait son prix de 5 euros. Ah, ok. Ça fait que ça a été incrémental son affaire. Quand il est rentré en InDev au départ, c'était juste 5 euros, puis il a monté 3 fois de prix Minecraft pendant sa vie. Ouais, c'est vrai, je l'ai payé à 15$, puis je pense qu'il est rendu comme à 30$ à cette heure sur PC. Il est à 20 euros. Il est à 20, ok. Il a peut-être monté à cause de Microsoft, là, mais moi j'ai le prix au release, puis au release il était à 20 euros. Ça nous coûtait à peu près 30$. Ça nous... Quand c'était la version pixel art, ça n'a pas été gratuit pendant un bout, me semble, en tout cas. Ça a été la version pixel art. Ça a été gratuit vraiment pas longtemps au début, mais c'était avant qu'il fasse le survival. C'était juste qu'il y avait un creative mode, il y avait rien. T'sais. Ah, c'est ça, puis d'ailleurs, moi tout le monde à ma job me dit ah, je joue à Minecraft, man, c'est malade. Puis là, moi, la première fois, tu sais, eux autres, ils parlaient du Minecraft, exemple, je pense à l'époque c'était 1.6, là. Puis moi, j'avais essayé la version gratuite sur le net, j'étais comme, mais voyons donc, c'est dans bien plate, y'a rien à faire. Ah ouais, non, c'est ça, c'était la vidange, là. C'est genre du pixel art en 3D, tu sais. C'est juste
du pixel art. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est ça qui était le fun avec, c'est que le concept a fait en sorte que le prix a augmenté avec la quantité de contenu qu'il y avait. C'est que tu savais ce que tu payais pour un peu plus, puis tu payais pour ce qu'il y avait de fait présentement. Ouais. C'est juste que tu avais comme la promesse de plus tard. Et là, présentement, c'est un peu comme... ils font d'autres choses. Ben oui, non, mais c'est parce que l'affaire, c'est un peu comme tout, là, je veux dire, quelqu'un prouve un concept, puis après ça, tout le monde essaie de le copier jusqu'à ce que ça marche plus, puis on passe à un autre appel à un moment donné. Là. Oh, on s'entendait que genre les Flappy Bird en sont un flagrant exemple. Là. Non, c'est ça. Genre les 36 BT trillions de Flappy Bird qui sont sortis après lui. Là. Je parlais surtout du concept Early Access, mais oui, c'est vrai, les Flappy Bird oui. 50 000. Hey, mais je suis tombé tantôt en me promenant par contre sur un Early Access, là, c'est savoureux, là, c'est vraiment très hot, là, il est sur Steam présentement. C'est un Early Access pour un jeu de casino. Wow. Là, j'étais comme... Qu'est-ce qui justifie le fait d'être en early access pour un jeu de casino? C'est quoi, tu sais pas encore programmer tous tes jeux de cartes, là? Ou genre, ça marche avec de la vraie argent, tu mets 5$, ça en prend 20 finalement. Ça arrange le game balance de ton blackjack, là. Mais ouais. c'est parce que j'ai lu leur affaire, pis c'est pire que ce que je pensais. Oh. Parce que, essentiellement, le early access coûte 10$ à peu près. Okay. Présentement, il est en rabais à genre 8,79$, là, mais le vrai early access est à 10$. Ok. Puis, en lisant un peu plus, c'est quoi qu'ils voulaient faire, dans le fond, le jeu, il va être gratuit quand il va sortir. Ton Early Access, tu le payes, mais la sortie du jeu, ça va être gratuit. Mais... Sauf que l'affaire, c'est que ce cossin-là va marcher comme un genre de jeu de cellulaire, où est-ce que tu peux pas jouer tant que ça, parce que passer un certain nombre de fois que tu games, il va te bloquer. Faut que t'attendes de récupérer des poker chips pour rejouer. Oh! Puis, si tu payes le... tiré dans le pied avec un shotgun, ça. Si tu payes le Early Access, ben tu vas avoir plus de ces poker chips-là, genre, plus tard, quand le jeu va sortir. Ah, puis en plus, ils promettent carrément qu'ils vont déliter plusieurs fois le player data. Ça fait que d'avoir joué d'avance va servir à strictement rien. Wow! Fait que c'est juste une grosse arnaque solide et pure qui se trouve sur Steam présentement, puis j'ai trouvé tellement drôle, là. C'est ridicule. C'est en early access, hein? C'est génial. Ça fait que c'est ça, c'est le fait que la bannière s'apprête à un peu trop de différentes saveurs présentement pour vraiment juger si après ça, quand tu vois le early access, tu peux y faire confiance. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment que de plus en plus, il faut vraiment juste être vigilant dans ce qu'on achète, là. Je veux dire, Steam, de plus en plus, les développeurs y ont accès, fait que juste se watcher quand t'achètes un jeu, c'est assez facile en plus, là. Regarder des vidéos, regarder les critiques des gens, regarder qu'est-ce qu'ils jouent, puis commencer par checker si c'est pas un jeu d'Après Maker. C'est ça, ouais. Puis d'ailleurs, Eric a fait un petit commentaire dans notre chat, là. Il disait aussi qu'un des autres risques qu'il y avait, c'était du Early Access, c'était que le jeu pouvait changer beaucoup durant la production. Donc lui d'ailleurs, ce qu'il évoque, c'est que lui personnellement dans Minecraft, il adorait le jeu au début, mais quand il a embarqué le système de potions puis de faim, dans le fond qu'on pouvait avoir faim dans le jeu. Ah ouais, la bouffe, hein. Là, lui, ça l'a turné off, mais j'avoue que moi aussi, quand ça a sorti la fin, ça a été quand même un turn-off assez important, mais j'ai quand même réussi à continuer, mais ça, c'est propre à chaque opinion, là. Mais je comprends effectivement ce qu'Eric apporte. C'est vrai que des fois, un jeu peut être malade en partant, que tu l'essayes, puis qu'à un moment donné, il fasse une update qui décide de garder, puis ça rend le jeu vraiment boboche, puis moins intéressant. C'est rien, ça, la fin. On s'en est sorti quand même pas si pire, hein, parce que pendant un bout, là, il disait, au premier Halloween Update, quand ils ont sorti le Nether, il avait parlé au départ de faire pour cet Halloween Update-là, qu'à partir de ce moment-là, les torches auraient une durée de vie. Oh shit! Oh ça aurait pas été cool du tout! Là il disait genre on va peut-être faire un item qui va coûter un peu plus cher à construire, puis là ça va être des lanternes. Mais là tout le monde est comme ouais mais c'est parce que moi j'ai genre un serveur avec comme 10 000 torches puis des affaires de setter de fou pour faire des vidéos puis nanana pis, ben oui. Puis là toi tu me dis tu vas-tu m'éteindre ça dans la face comme un gros sale? Ça fait que finalement ça s'est comme pas produit. Ben j'espère parce que le monde utilise les torches autant comme un système de défense contre les ennemis, de 2 un système de lumière et de 3 aussi des fois rien que pour du fashion, écrire de quoi en torche exemple pour être vu de haut là tu sais. Ah non, s'il avait décidé de commencer à tout éteindre ça sur tous les serveurs qui existent, là, il s'aurait été dessus de la vidange. Ouais, ça aurait été assez choker, disons, là. Je pense qu'il aurait peut-être pas pogné autant, finalement.
Oh Et là là. Dikex s'en rappelle. Ah, Ah yes. Yes. Oh oui, ben on s'en rappelle pas mal tout. Hein. Ça a fargé assez raide. Ah non, c'était drôle cette affaire-là. Moi, je voulais que ça arrive, ça. Non, c'était une joke. Bon, check l'autre. Tu t'es retrouvé dans le noir avec des zombies. Là. Oui, Ce coup-là, tu filais pour ça. je filais pour ça. Bon, ben écoutez, mes bons amis, on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci beaucoup à Gab et à Pierre d'avoir participé à l'épisode. Ça a été super le fun de vous avoir avec vous autres, les boys. Y a pas de problème. Yes, puis j'espère vous revoir dans un prochain épisode encore une fois. Et tout le monde, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne Twitch si vous voulez voir plus d'épisodes live. Donc, à tous les samedis 18h, je fais un épisode d'une heure. Donc là, aujourd'hui, on a allongé ça d'une petite douzaine de minutes, mais c'est pas grave, c'était juste pour votre bon divertissement. Puis, n'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur mon channel YouTube, donc youtube.com/TheVGMShow, si vous voulez voir en rediffusion les épisodes live que je fais les samedis, et aussi des let's play généraux, puis aussi je mets de la musique de temps en temps dans un gros jukebox de musique de jeux vidéo. Donc, n'oubliez pas aussi, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter, donc TheVGM Show sur les deux. Puis c'est pas mal ça, mes bons amis. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit au prochain épisode, mes bons amis. Ciao, bye! We'll be right back.